Radio Rêve. La radio étudiante. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Le plus important, c'est de prévenir le feu, c'est qu'il n'arrive pas à la forêt. De politique avec un petit t que par des raisons de défense de l'intérêt général. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Au revoir. Oui, bonsoir à tous, bonsoir, vous êtes bien sur une nouvelle émission de Politiquement Incorrect. On est le 7 février 2014. C'est pas la voix de Nicolas que vous entendez cette semaine, celle de Raphaël, car notre confrère a une petite maladie qui l'empêche de présenter l'émission aujourd'hui. Comme chaque semaine, on sera aujourd'hui avec Marc. Oublie le micro, je prends la place de Nicolas, donc je m'adapte. C'est pas grave, salut à tous. Il y aura aussi Vincent aujourd'hui. Bonsoir à tous. Et Baptiste, le feu follet de l'émission. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, on a une petite surprise, on a un invité mystère en l'honneur de Laurent Mergot, donc qui est professeur de sciences politiques à l'université Paris-Marne-la-Vallée. Bonsoir Monsieur Mergot. Bonjour à tous. Alors, vous avez obtenu un doctorat de sciences politiques après avoir été diplômé de Sciences Po Paris et d'HEC. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez actuellement exactement ? Alors, sur les élections municipales, en 5e arrondissement, hein, à l'Élysée, les effets underdog, voilà, alors pour les non-francophones, bien évidemment, underdog, ça veut dire suivre voilà, le chien battu, hein, Jacques Cheminade par exemple, hein, voilà. Bande wagon par exemple, bien sûr. Bande wagon suivre le train en route, par exemple, on ne sait pas pour qui voter, eh bien, on va voter par François Hollande. Et puis le dernier, évidemment, le Horse Racing, voter pour le candidat en tête, voilà. On se place et c'est tout ça que j'étudie aujourd'hui. Alors pour les non-francophones, bien évidemment, je précise la signification de ces termes, puisqu'évidemment, alors je me remets ma mèche en place, excusez-moi. Alors voilà, je précise ça pour les non-francophones, mais j'espère bien évidemment qu'il n'y aura pas de personnes qui ne maîtrisent pas ces langues banales, j'allais dire. Je vois que vous maîtrisez pas mal de langues d'ailleurs. Si je vous dis merhaba, par exemple, vous comprenez? Monsieur Sylvain, vous qui êtes parti en Turquie, par exemple, est-ce que vous savez la signification de merhaba? Monsieur Sylvain, bien évidemment, licence de droit, licence de sciences politiques. Alors, on doit savoir maîtriser ces concepts qui sont, je dirais, centraux dans cette analyse. Merhaba, personne ne sait. Merci et bonjour en turc, c'est quand même pas facile, hein. Hello en anglais. Enfin, ce sont des trucs tout de même vraiment très simples à connaître. Toutes les langues sont faciles pour vous ? On vit dans un monde globalisé, je vais pas vous l'apprendre. Le chinois est un peu plus compliqué, certes, mais l'allemand, par exemple, c'est pas très loin. Berlin, partez Partez partout. Faites un milkshake territorial, comme on dit en France. Mais Berlin, c'est simple, Berlin. Un lapin à 1 euro, ça va plaire à Monsieur Sylvain, ça, par exemple. Les pâtes à 1 euro. Et les bières, les fêtes aussi. Capitale culturelle, il faut bouger, partez. Bon, si on rentre dans le vif du sujet, vous avez un avis sur le référendum qui devrait se mettre en place en Grande-Bretagne, sur l'Europe ? Ça me fait doucement rire, ces trucs-là, évidemment, parce que les sondages nous montrent que beaucoup d'eurosceptiques veulent quitter l'Union Européenne, mais partez. Bon, je rigole, on les aime bien, les Anglais. Mais voilà, c'est un petit peu l'effet Québec, quoi. On veut l'indépendance, et puis on le fait pas. Ah! Oh, mais je rigole, on les aime bien, les Anglais, quand même. Merci Marc pour cette superbe imitation d'un de nos professeurs d'ailleurs de sciences politiques qu'on salue tous, hein, parce qu'il faut quand même le remettre dans le contexte. C'était avant tout humoristique, c'était pas du tout de la moquerie. Je rajouterais même pas. qui aime bien châtie bien. Oui, voilà, c'était plus une petite dédicace, un petit clin d'œil d'ailleurs, à quelqu'un qui n'a pas pu venir assister et participer à l'émission. Donc c'était surtout ça. Donc voilà, et messieurs, c'était aussi une façon d'introduire le sujet aujourd'hui. On va se focaliser sur l'Europe, l'Union Européenne. Donc l'Union Européenne, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'il commence à y avoir de plus en plus d'eurosceptiques sur le continent, de plus en plus de gens sont réticents à l'idée de s'investir dans l'Europe et l'Union Européenne et tout ce que ça peut représenter aujourd'hui. Donc le débat en gros du jour, la question, ça va être, est-ce que l'Union Européenne est-elle vouée à l'échec ? Donc c'est la question que je vais vous poser aujourd'hui à travers plusieurs pans, l'aspect culturel, économique, l'aspect commercial, mais aussi historique, la manière dont vous voyez l'Europe, la manière dont vous la percevez. Donc je vais commencer peut-être par Vincent. Quand je te dis l'Europe, l'Union Européenne, on voit aujourd'hui, par exemple en Grande-Bretagne, il va y avoir un référendum
sur justement le départ peut-être de Sortie l'Angleterre, éventuelle. notamment voilà de l'Union européenne d'ici 2017. Qu'est-ce que ça t'inspire pour toi? Qu'est-ce que c'est l'Europe et comment tu vois l'avenir? L'avenir est pour l'instant, donc on peut en voir un peu flou, hein, chacun aura son avis, mais je pense que la situation générale est bien remise en cause. Je pense que en ce qui concerne l'avenir, ce sera surtout au niveau des politiques mises en œuvre et surtout de la façon dont les hommes d'État et les présidents vont s'investir dedans qui va définir les grandes lignes. Je pense que tout est possible. En ce qui concerne plutôt le Royaume-Uni, eux, c'est quand même un cas à part puisqu'ils sont à moitié dedans, à moitié dehors. On a un peu l'impression qu'ils prennent les avantages en rejetant les inconvénients. Donc, en ce qui concerne leur ligne de conduite, moi, je serais plutôt, enfin, c'est mon avis personnel, hein, mais je serais plutôt pour un départ. Après, la tendance, je crois, en ce moment, au niveau des sondages, c'est plutôt qu'ils partiraient, justement, je crois, hein. Bah oui, et puis de toute façon, on le voit depuis leur adhésion que la participation aux C'est ça, élections ouais, européennes, c'est ça. elle est très faible, elle est de l'ordre de 32-33% à 34% à chaque fois. Ouais. Donc mais justement, tu me parlais d'avantages et d'inconvénients de l'Union européenne. Quels sont pour toi les avantages de cette institution supranationale? Les avantages, c'est qu'on a un renforcement au niveau continental des pays qui gagnent un poids au niveau sur la scène internationale, je dirais. Bon, il y en a plusieurs, hein. On met en commun, par exemple, au niveau des PECO qui ont été dans les années 2000, qui ont été intégrés à l'Union européenne. On a une aide économique de grande ampleur, on a un développement. Donc, dans une période post-soviétique, je pense que c'était très important et donc pour moi, c'est une bonne chose. Après, les inconvénients sont aussi nombreux que les avantages. Je pense que bon, il y en a un paquet, hein, mais Bah ouais, parce que je te pose la question parce que je sais par exemple que Marc, t'avais lu et fréquenté pas mal d'eurosceptiques justement, de personnes qui étaient réticents à l'idée de s'investir dans l'Europe et d'agrandir un peu la sphère d'influence européenne. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de la question? Est-ce que ton avis a changé avec le temps? Quel regard tu portes sur cette Europe? Oui, alors oui, les eurosceptiques, il y en a beaucoup. Mais il y a tout ce qu'ils disent, tout ce qui est dit d'ailleurs est pas totalement des fois infondé. Enfin, je veux dire, ça s'entend quoi. Comme Baptiste le dit souvent, on n'est peut-être pas forcément d'accord, mais bon, je peux comprendre les arguments avancés. Non, alors moi, ce que je retiens de l'Union européenne, c'est vrai que ce qui est souvent mis en avant, c'est l'idée de se faire gouverner aussi par la globalisation financière. Je pense pas qu'on peut réduire l'Europe à la globalisation financière, c'est un premier point. Mais c'est vrai qu'on est tous maintenant dépendants je pense, de ces banques centrales, enfin de la Banque centrale européenne pour le coup, qui certes nous sert quand on est dans une situation un petit peu dramatique, mais faut peut-être se demander aussi quelle est l'origine de cette situation. Alors ça peut être des fois l'Union européenne, ça peut ne pas l'être, bien évidemment. Non, ce qui est surtout intéressant à noter, bon, évidemment, il y a des bons points, mais c'est toute cette généralisation justement de questions qui resteraient normalement nationales, la question des frontières, la question des migrations. C'est là qu'on voit que ça commence à buter un petit peu, parce que quand on a vu des catastrophes comme Lampedusa ou d'autres, hein, mais aussi aux migrations à Ceuta et Melilla en Espagne, enfin au Maroc, là, enfin c'est une situation un peu compliquée où il y a, voilà, les liens sont, enfin les migrations sont compliquées, des fois dramatiques. C'est ça aussi le problème, c'est que il faut maintenant penser Europe, mais avec des effets qui peuvent avoir des conséquences nationales pour le coup. Tu fais bien de me parler de ça parce que tout ce qui est l'aspect migratoire de l'Europe, c'est aussi une question qui fait énormément de débat au sein de l'Union européenne, notamment avec l'agence Frontex qui sait pas trop comment gérer la question. Et c'est aussi ce qui est souvent remis en question, c'est-à-dire que on est dans une union où on essaie de maintenir et de respecter à chacun l'État-nation et chacun la souveraineté nationale, et du coup on s'empêche un peu de tendre vers un fédéralisme qui semble en tout cas parfois, en tout cas à mes yeux, indispensable. Sur la question migratoire, il me semble que c'est indispensable de tendre vers ce fédéralisme-là, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on dit aux pays frontaliers et aux pays qui sont frontaliers de la Méditerranée justement, comme l'Italie ou l'Espagne, gérez vous-même les problèmes, et on repousse les problèmes. C'est-à-dire qu'un pays comme la Suède ou la Norvège dit débrouillez-vous et faites comme vous voulez. Oui, puis des fois on peut même faire des alliances avec des pays qui sont pas concernés directement, comme l'Ukraine quand il y a eu t'es plus fort que moi en football, Raphaël, il y a eu je sais pas, c'est Coupe d'Europe, voilà, 2008, voilà. On avait fait des partenariats avec l'Ukraine j'ai essayé de juguler les migrations qui auraient pu passer par l'Est. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, le truc, c'est que si on part faire du fédéralisme, voilà, on serait peut-être aussi plus sur les souverainetés, mais le problème central des migrations, c'est de savoir, je pense, enfin, en ce qui me concerne, c'est de savoir
ce que ça coûte ou ce que ça rapporte à chaque pays. On peut pas faire des statistiques européennes puisqu'il y a des pays qui vont plus en bénéficier, d'autres non. Et c'est ça qui est difficile dans l'intergouvernementalisme, diraient certains, qui est difficile à gérer. Mais en tout cas, il va falloir évidemment faire quelque chose puisque maintenant on voit très bien que la question migratoire est reportée, externalisée en dehors des pays concernés, c'est-à-dire en dehors des pays européens. Et on voit des bases des bases. On va appeler ça comme ça parce que des fois c'est carrément des camps administratifs ou des camps de rétention qui se trouvent en Afrique, au Maroc, en Tunisie, au Mali aussi. Je me souviens en Guinée, suite aux accords. Enfin, on sait que des fois la Guinée n'est pas très en accord avec l'Europe, mais il y a des postes là-bas qui sont mis directement pour faire des processus administratifs en amont avant que les gens essayent. Mais au final, la réalité est la même, c'est que les gens vont pas passer par là, puis ils vont passer directement par la mer. Et ce qui peut arriver à des catastrophes comme Lampedusa ou les bateaux qui coulent. Enfin, J'ai quelques chiffres justement pour égayer tes propos sur l'immigration, notamment sur les demandes d'asile en 2003. Par exemple, en 2003, on constate notamment que c'est la France qui a reçu le plus de demandes d'asile avec 51 900 demandes à peu près, avec derrière l'Allemagne avec 50 600. Et aussi que on constate que la part des étrangers dans la population totale, la France est loin d'être en tête en Europe. Alors que tu vois qu'en débat, en France, pardon, les débats sont exacerbés par rapport à ça. On se dit mais il y a trop d'étrangers qui viennent. Mais les étrangers en 2003, ils représentent finalement que 5,5% de la population totale du pays, alors qu'en Allemagne, par exemple, on atteint les 8,3%, qu'en Autriche, on atteint les 8,8%, en Belgique, les 8,2%, et que même en Grèce, c'est 6,8%. Et puis d'ailleurs, les étrangers, après je laisse la parole à Baptiste, et surtout qu'en plus, la majorité des étrangers qui viennent en France sont majoritairement des gens qui viennent de l'Est. Enfin, c'est pas l'Afrique qui soit subsaharienne ou le Machrek et le Maghreb. Non, on va vraiment. Donc c'est ça aussi, il faut pas savoir de quel étranger on parle, pas comment dirais-je, mélanger le terme immigré étranger, ce qui est tout à fait différent. Et voilà, il faut se demander de quelles personnes en migration parle-t-on. C'est-à-dire que si on fait un système avec des personnes qui viennent par descendance ou actuellement de l'Afrique, il faut arrêter puisque les chiffres nous montrent désormais que depuis longtemps, mais des fois on refuse de le voir, parce que ce sont les pays de l'Est qui drainent le plus de population vers l'Ouest de l'Europe. Baptiste, tu voulais intervenir ? Non, oui, c'était juste par rapport à la migration. Je voulais juste peut-être dire que moi je sais pas justement quels sont. J'ai du mal à voir quels sont exactement les bons chiffres parce que. J'ai entendu dire quand même que je sais pas exactement, tu pourras me dire peut-être Raphaël si tu sais toi, si par exemple sont comptabilisés tout ce qui est regroupement familial, aussi toutes ces choses-là, veut dire on est sur des demandes d'asile là, de toute façon. Non, les demandes d'asile c'était en premier lieu, après c'était la part des étrangers dans la population. Donc à partir du moment où t'as pas la nationalité française, t'es considéré comme étranger de toute façon. D'accord, oui. Donc oui, il y a les demandes d'asile, il y a tout ça est compris, c'est les étrangers au sens large du terme, c'est pas les étrangers, les migrants illégaux, ça comporte tout. Ça comporte tout. Donc moi je voulais ton avis par exemple Baptiste sur la question parce que c'est vrai que Marc tu le disais, on a souvent l'image en France en tout cas de l'immigrant, le migrant c'est ce mec venu d'Afrique subsaharienne qui est venu par un bateau par Lampedusa ou tu vois les catastrophes qu'on voit à la télévision, sauf que la réalité elle est aussi tout autre, c'est beaucoup d'immigrés qui viennent de l'Est de l'Europe pour le travail, pour plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être moins montré du doigt et qui est très différent surtout. Donc Baptiste, je sais pas ce que tu en penses de tout ça, l'immigration en Europe. Ouais, je vais peut-être répondre par quelque chose d'hasardeux. Donc je pensais, j'avais pas beaucoup pensé avant. Enfin si, mais donc c'est vrai, ça n'engage que moi et il n'y a rien de vraiment rationnel là-dedans. Enfin j'ai l'impression peut-être si on voit quand même que les gens ont une vision de l'étranger, surtout des Maghrébins, des Africains, tout ça, c'est que finalement, c'est que peut-être justement parler de l'Europe avant et un sentiment c'est qu'à un moment donné où ouais en dehors de l'Europe peut-être que ça leur paraît justement étranger et que finalement c'est les personnes qui viennent de l'Est, même les Italiens ou les Espagnols, je sais pas s'ils étaient peut-être même avant, parce qu'avant on a eu peut-être c'est en train de se calmer maintenant, mais enfin j'ai pas les chiffres, mais avant on a eu une vague énorme d'Italiens à un moment donné aussi, d'Espagnols aussi, à un moment donné aussi de pas mal de Polonais donc de l'Est, mais je sais pas exactement, faudrait demander aux anciennes générations si l'image était la même que celle que maintenant on a des immigrants notamment d'Afrique et qui nous paraissent pour nous être les véritables étrangers.
Là, je pense, oui, qu'il y a, il y a Mais une je pense que différence. après je te donne la parole, Marc, ce que tu pointes du doigt, c'est un peu ce que Tocqueville pointait du doigt avec l'esclavage, c'est-à-dire qu'il y a un rappel qui est immédiat en fait. Il parlait de ça en fait parce qu'il disait les Noirs par rapport aux esclaves de l'Antiquité, c'est beaucoup plus dur de faire oublier leurs conditions et leur statut. Parce que si tu veux, c'est marqué. Tu sais, tu le vois directement pourquoi ils étaient esclaves, parce qu'ils avaient la peau noire. Alors que les esclaves de l'Antiquité, ils avaient la même apparence. C'est une question du C'était une sensible, question quoi. de loi. C'est vraiment Alors du que là, c'est sensible, exactement quoi. la même Je question. sais C'est-à-dire pas. que peut-être qu'un Hongrois qui vient en France, il va plus se fondre dans la masse parce qu'il sera peut-être blanc et blond, plutôt qu'un mec qui vient du Cameroun, du Sénégal, ou du Rwanda, ou de la Somalie, ou des pays comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'est une question qui est aussi très intéressante. Et puis aussi, ce qui était très différent, alors les réalités étaient peut-être autres, hein, enfin, des fois, dans certains cas, on le verra peut-être plus tard, mais dans les années 60, bah, il y avait toutes les vagues d'Italiens qui sont venus, voilà, mais par contrat de travail. Alors c'est ça aussi qui faisait que déjà bon le morpho, on va dire, je sais pas, on peut appeler ça comme ça, mais le morphotype italien vient, c'est une des populations européennes, Macché, voilà, et bon ça c'est, je pense que la réalité était autre quand il y avait justement ces idées de contrat de travail. Après quand t'es arrivé en 74, l'idée du regroupement familial et du droit du sol, etc. À partir de là, je pense qu'on est entré dans quelque chose d'autre et qui était plus forcément lié à l'économie. Et il faut juste rappeler qu'aujourd'hui, ce qui nous fait marrer, c'est que ce qui aussi génère l'immigration, c'est que bah, les formations à l'école ou les formations d'université ou tout ce qu'on nous dit généralement, c'est de faire des études. C'est-à-dire que tous les métiers maintenant qui sont, je pense, voilà, dans les métiers du bâtiment, dans les métiers de l'électricité, des métiers quand même assez durs quand même physiquement, bah ils sont délaissés parce qu'on dit bah ouais, ces gens-là n'arrivent pas dans la vie, ils sont là. Et du coup c'est repris par des vagues de migrants qui viennent bosser là-bas, par des contrats entre les patrons qui des fois frauduleusement renouvellent leur titre de séjour aussi. C'est ça aussi, c'est des pratiques maintenant de sous-sol qui s'opèrent. Et il est bien évident que si personne dans le bâtiment ne peut, si la demande n'est pas comblée par des gens qui viennent de là, on est obligé d'aller chercher des populations ailleurs. C'est évident. C'est ce qu'on disait la dernière fois quand j'en parlais avec toi, c'est qu'il y a une forme de schizophrénie avec les directeurs d'entreprise qui appellent à l'immigration. Et derrière, pas forcément ces directeurs d'entreprise, mais on a une frange de la politique qui est importante maintenant en France, qui pointe du doigt cette immigration qui est voulue justement par les plus grandes entreprises françaises. Et puis oui, mais oui, c'est ça déjà, ça c'est le point je trouve qui est fondamental. Et puis voilà, il faudrait peut-être dire à ces gens-là qui disent ouais machin. En fait, je pense qu'ils font, on généralise beaucoup les médias en particulier et même les gens, c'est-à-dire qu'ils font ce qui peut déranger et ce qui peut choquer les gens, c'est pas le fait, je pense bon ça peut être une part, le fait qu'ils travaillent en France ou parce que beaucoup disent qu'ils bossent pas, mais je pense que c'est peut-être les transformations sociétales, territoriales que ça peut engendrer. Je pense que c'est plus ça c'est plus ça qui génère bah, peut-être la haine à la migration, c'est peut-être un concept pas très conceptuel, mais qui peut générer ça, le fait d'avoir des nouvelles cultures, ça, tout le monde dit, enfin dans les médias on dit oh c'est une richesse, etc., mais peut-être que les gens l'analysent pas comme ça aussi. Je pense qu'on est plus dans quelque chose de culturel, peut-être je dirais pas de civilisationnel, mais voilà, de quelque chose de culturel qui peut déranger pas la plupart des gens, mais une partie de la population. Et ces gens-là, il faut les entendre aussi. Faudrait voilà, essayer de les comprendre et de savoir pourquoi. Et s'il y a des moyens d'expliquer tout ça. Bon, je laisse la parole, mais je pense que le point de vue culturel est important. Oui, je crois que Vincent voulait intervenir. Oui, juste un petit point. Quand tu parlais d'immigration par rapport aux Italiens, aux Espagnols ou quoi, c'est quand même des vagues d'immigration qui sont plus anciennes que celles d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, d'Afrique noire même. Donc elles sont elles aussi heurtées à des problèmes d'intégration quand elles sont arrivées, notamment les Espagnols qui s'exilaient pour fuir Franco ou la guerre civile avant. Quand ils arrivent en France, ils étaient parqués dans des camps. Et donc eux aussi il y a eu une période de clichés justement de la bonne femme portugaise, espagnole ou du travailleur italien qui fait des travaux manuels. Mais je pense que maintenant c'est plus intégré parce que c'est plus ancien et nous comme on est jeunes on n'a pas connu ça, donc on le connaît maintenant avec les clichés qu'on a sur le travailleur maghrébin quoi. Mais t'as raison d'ailleurs, les Portugais, il me semble que c'est dans les années 70 où il y avait encore des bidonvilles portugais, c'était à Paris, ouais. à Champigny, il y en avait pas mal d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a eu des vagues successives de Polonais, d'Italiens des années 60, 70. D'ailleurs on peut le voir à Belleville où ces trois couches elles sont superposées finalement entre les Asiatiques, les Juifs et les populations arabes. Mais c'est vrai qu'il c'est quelque chose c'est peut-être un critère, c'est-à-dire que les populations d'Afrique subsaharienne c'est un peu les dernières arrivées entre guillemets. En tout cas, la dernière grosse migration vient d'Afrique après avoir accueilli les Italiens et autres. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a effectivement peut-être plusieurs années avant que ces populations soient vraiment intégrées au paysage français. Baptiste, il me semblait que tu voulais. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin.
si on peut dire du vrai, je pense que je vais dans ce sens-là. Pour répondre à Vincent, j'ai bien dit que justement, fallait répondre, fallait peut-être demander aux anciennes générations, parce que vraiment là, je pourrais pas affirmer si le sentiment par rapport aux Italiens ou aux Espagnols était réellement même, je peux pas savoir. Mais je pense que ouais, il y a le fait que les populations subsahariennes soient les dernières finalement à être arrivées. Je pense que ça joue et je pense que ça fait partie de. Mais d'ailleurs, pour rappel quand même, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'Europe a toujours plus ou moins été depuis plusieurs siècles, en tout cas une terre d'immigration et d'émigration. Faut pas oublier que beaucoup d'Européens sont partis, notamment entre la moitié du 19e et le premier tiers du 20e. Il y a eu environ 50 millions d'Européens qui ont quitté le continent, que ce soit vers les États-Unis ou les anciennes colonies. Donc il y a un moment où on a été aussi dans cette posture de migrants en tant qu'Européens. Et là, aujourd'hui, on n'accepte pas l'effet inverse, quoi. C'est un peu ça. Et pour compléter juste mon propos, pour ce qui est du détail, il faut savoir que c'est juste à partir des années 70 que les premières lois limitant l'immigration ont commencé à être mises en place en France. J'ai les dates sous les yeux, notamment en 1972, par exemple, la Suède limite l'entrée des immigrés sur son territoire. En 1973, elle est suivie par l'Allemagne. Et l'année suivante, c'est la France et les pays du Benelux qui suivent. Donc on voit qu'après avoir accueilli des millions de personnes, après notamment la Seconde Guerre mondiale, les besoins de reconstruction, de travail, on a commencé à refermer les portes. C'est l'Italie, il me semble, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, qui a un solde migratoire négatif de plus de 2 millions de personnes. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions de personnes qui sont arrivées en plus par rapport au nombre de naissances et au nombre de gens qui sont partis surtout. Et puis l'Italie, dans ces années-là aussi, a eu nationalement des migrations du sud vers le nord, dans les banlieues de Turin, de Milan, etc., où le développement industriel était très puissant. Et là, il fallait voir les pancartes et les rejets des populations du sud. C'est-à-dire que je pense que l'immigration, plus loin, migration, ont toujours dérangé un petit peu les gens, pas quand ça touche son pays, pas quand on va ailleurs. Enfin, mais je sais pas, justement, c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça fait peur? Est-ce que c'est parce que c'est économique? Est-ce que c'est parce que c'est culturel? Enfin, il faut se demander pourquoi. Et c'est ça la question. Baptiste? Ouais, après, moi je parle pas du tout des migrations à l'intérieur d'un seul pays. Je parle vraiment entre les pays. Et je pense que, pour revenir sur ce que tu disais, Raphaël, moi, je suis pas sûr que, en tout cas, que les émigrations européennes, je parle des émigrations, tu parlais du 19e, c'est ça? Milieu du 19e jusqu'au premier tiers du 20e. Milieu du 19e jusqu'au premier tiers du 20e, je suis pas sûr qu'elles avaient les mêmes intérêts que les immigrations qu'on a maintenant. Je suis pas sûr que vraiment. C'est les mêmes motivations, Baptiste. C'est-à-dire que tu as des populations en Italie qui sont un peu en manque de travail, qui vont soit dans le sud-ouest de la France ou qui bougent. Justement, il y a eu énormément d'Italiens qui sont allés aux États-Unis pour trouver du travail, pour aller vers l'Eldorado, l'American Dream, qui n'existait pas vraiment encore. Mais les motivations sont les mêmes, c'est des motivations économiques. Je veux dire, personne. Travail et puis. Voilà, c'est le travail et puis la réussite personnelle. Et puis aussi, les persécutions aussi. C'était. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quand même. Les Juifs en Europe, il y en a beaucoup qui ont fui le Portugal, après qui sont allés en Espagne, après qui sont allés aux Pays-Bas. Mais des migrations internes en Europe, il y en a eu des milliers et des millions à cause justement de ces persécutions et de la recherche d'un avenir meilleur et d'une situation meilleure. Donc finalement, même si c'est pas toujours à des échelles similaires, la recherche c'est toujours d'avoir une meilleure situation, d'avoir quelque chose de mieux. C'était très contrôlé. Je me souviens plus comment s'appelle l'île de contrôle. Ellis Island. Ellis Island. Mais c'était très contrôlé à partir d'un moment, ça a été contrôlé. C'est-à-dire à partir des années 20, les États-Unis ont commencé à mettre des barrières et à dire on n'accueille pas plus de 3% du nombre de la population qu'il y a déjà sur le pays. Par exemple, s'il y a déjà 200 000 Italiens, on n'accueille pas plus de 3% des 200 000 sur le territoire, parce qu'ils ont commencé à en accueillir beaucoup. Il y a eu des lois un peu plus restrictives. Et voilà, c'est un peu comme ce qui s'est passé en Europe dans les années 70 finalement. On a fait appel à énormément de main-d'œuvre en pensant qu'ils allaient repartir après, parce que moi c'est ce que j'ai lu. C'est-à-dire qu'on a fait appel apparemment à de la main-d'œuvre en pensant que tout le monde allait repartir, mais c'est pas comme ça que la vie marche. C'est-à-dire que t'as un père de famille qui part, bah forcément dès qu'il peut, il fait venir sa famille, ses enfants, sa femme. Et puis il construit une famille même sur le territoire national, je veux dire dans le pays. Hein. Et l'idée de ce débat d'aujourd'hui m'est notamment venue parce que je crois que Baptiste l'a lu aussi. Il y a eu une discussion entre Alain Finkielkraut et Daniel Cohn-Bendit dans Le Monde cette semaine, où justement on avait un peu deux visions de l'Europe qui étaient assez divergentes, entre un Daniel Cohn-Bendit qui était plutôt supranationaliste entre guillemets dans le sens où
mettre un peu de côté l'État-nation et tout ce qu'on entend par État-nation aujourd'hui ne le dérangeait pas trop et il voulait plutôt tendre par ça, alors que Alain Finkielkraut dit justement qu'on ne pouvait pas réussir une organisation de cette ampleur en oubliant son propre État-nation et en supprimant un peu tous ces codes et ces valeurs qu'on a à l'échelle nationale. Donc c'est pour ça, je ne sais pas ce que vous pensez de ça aussi. La question c'est plutôt, est-ce que vous êtes pour une Europe intergouvernementale ou plutôt une Europe fédérale ? Parce que c'est ça la question de fond finalement. Ça répond à pas mal de questionnements, pas mal de problèmes au niveau de la gestion notamment. Moi j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui me disent par exemple de toute façon l'Europe ça peut pas marcher parce que on a exemple, je te prends un exemple ridicule hein, mais de Dieudonné ou de Depardieu ou de n'importe qui. C'est-à-dire que si quelqu'un par exemple paye trop d'impôts ici, il peut aller là-bas. Si une entreprise paye trop d'impôts ici, elle peut délocaliser là-bas en faisant une société écran. Enfin, tu vois, il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a de telles différences que certains se posent la question si vraiment c'est une organisation qui est viable. Donc, je sais pas, par exemple, Vincent, je sais pas, qu'est-ce que tu penses du fédéralisme? Est-ce que tu penses que l'État-nation est nécessaire pour la création d'une Europe efficace? Finalement, la question c'est est-ce que tu es plutôt Daniel Cohn-Bendit ou plutôt Alain Finkielkraut? Ouais, c'est ça, plutôt pro-européen ou plutôt pro-national, quoi. Moi, je suis plutôt pro-européen sur un schéma fédéral. Après, je peux comprendre qu'on soit totalement contre. Après, c'est vrai qu'il y a énormément d'aspects qui sont nationaux et que les gens ont du mal à remettre en cause. Et de toute façon, ce sera une construction très longue. Ça fait 60 ans, mais elle est perpétuellement en mouvement. Pardon. Et donc, elle est perpétuellement en mouvement. Où est-ce que je voulais en venir? Ah, attends, c'est parti. Baptiste, tu voulais intervenir? Ouais, Vincent, peut-être que Ouais, ça va revenir. Ouais, moi, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu quelques passages. Juste pour revenir sur ce que juste disait Vincent au début, Finkielkraut par exemple est pas, il faut pas voir Finkielkraut. Il est pas c'est pas quelqu'un anti-européen. Il croit en l'Europe, mais et donc comme m'a dit, commencer lui est pas du tout anti-européen, mais ça c'est plus connu. Mais ce que je veux dire, c'est que donc leurs visions sont différentes et c'est vraiment sur la mise en place et c'est là où plane la difficulté, je pense, et depuis un bon moment, c'est vraiment comment on va arriver à dépasser certains blocages et comment on va pouvoir finalement mettre en place une Europe efficace sans finalement perdre l'aspect démocratique et si on l'a déjà acquis, parce que je pense pas on l'a acquis, je veux dire, mais je veux dire en réaliser une Europe démocratique et réaliser une Europe où les gens se sentent impliqués et se sentent véritablement européens et ont envie de ça. C'est-à-dire que c'est aussi la question du fait que poussé à l'extrême, c'est est-ce qu'on est avant tout on est avant français avant d'être européen ou est-ce qu'on est européen avant d'être français? Parce que je pense que Finkielkraut par exemple et Cohn-Bendit les deux sont d'accord pour dire qu'il y a véritablement un héritage européen et que il y a finalement derrière nos nationalités quelque chose qu'on retrouve en commun et ça je crois que ces deux sont d'accord et je crois que moi je suis de ce côté-là de dire que non on n'a aucun héritage européen et que enfin moi ça me paraît complètement fou et même j'étais à Madrid il y a pas longtemps et j'ai discuté avec un collègue espagnol et on discutait justement de ça et tout ça. Et c'est vrai que voilà, on se disait voilà, moi je retrouve mon collègue à Madrid et dans nos façons de faire et dans nos façons de parler ensemble et même dans plein de choses de la vie quotidienne, on avait énormément en commun. Alors peut-être que lui mangeait à 9h30 du soir et moi je mangeais à 7h30, mais à part quelques différences comme celle-ci, je veux dire dans le fond, on vivait sans véritable heurte quoi, et il n'y avait pas vraiment de choc comme certains peuvent voir certains chocs entre deux cultures, non, voilà, il y a énormément de spécificités et notamment justement entre français, espagnol, italien, allemand, on peut les voir, hein. On a même certains clichés de bien français et on a tendance à dire voilà, ces Espagnols parlent trop fort et ces Allemands sont trop rudes ou c'est comme ça, mais derrière dans le fond je crois qu'on a vraiment quelque chose en commun et je pense quoi
Tout simplement, voilà, même voilà, il y a il y a tous ces auteurs, et puis au niveau littéraire, au niveau culturel, mais au-delà de ça, même au niveau politique surtout, et même au niveau, enfin, on a, je pense, une certaine, oui, à la base Athènes, après les Romains, après plein de choses comme ça qui ont fait que, je veux dire, il y a certaines choses qui on véhicule et on a engendré certains modèles qui sont proprement européen, je veux dire. Et même si, voilà, on a un attachement quand même, je crois, à la démocratie notamment, et même si ça va paraître cliché aussi, je crois qu'on a certains modes de fonctionnement qui sont quand même trop européens. Alors là, maintenant, je vais peut-être les retrouver tout ça, mais là, voilà, c'est vraiment ce que je pense. Après, c'est surtout sur la mise en place qu'on diverge. Et justement, ce passage au supranational, mais dès le début, ça s'était posé. Et je crois que voilà, c'est ce que j'entends bien tes propos. Après, pour ce qui est de l'héritage culturel, je ne sais vraiment pas si les 28 pays de l'Union européenne actuelle se voient représentés par l'émergence de Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Athènes, je suis pas sûr qu'en Roumanie, par exemple, ou en Lettonie, ils se sentent vraiment concernés par ça. Après, je sais pas, après, dans les programmes scolaires, comment c'est inculqué aux enfants, mais je pense que tout part de là. Si tu veux, Athènes, moi, si on m'avait pas décrit le truc comme quelque chose de très important, je me serais peut-être pas aussi senti autant concerné par l'émergence de ce Non, mais modèle c'est un petit athénien. peu comme moi, j'ai des discussions avec quelqu'un qui m'est très proche, vraiment très très proche familièrement, au niveau familial, je veux dire, et voilà, au premier degré, et qui finalement, par exemple, même c'est tout bête, mais ne voit pas ne voit pas un héritage qu'il a, c'est notamment en matière religieuse sur ce côté-là, et ça rejoint même ça rejoint mon propos sur l'Europe aussi, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens, voilà, qui ne voient, et je respecte totalement ça, qui sont athées ou qui ne se considèrent pas européens et tout ça, mais dans la vie de tous les jours, tout en restant, par exemple, athées, et tout en ne s'imaginent pas et ne voient pas qu'ils ont dans leur vie quotidienne plein de choses qui sont héritées. Alors voilà, l'héritage est indirect, on n'y pense pas forcément, mais on peut pas le nier. Et je crois que quand on vous l'explique après, quand on vous fait comprendre que ce mode de vie là spécial, c'est finalement ces mœurs, toutes ces règles sociétales et toutes ces règles juridiques, enfin je veux dire. Enfin, les lois, elles divergent quand même. Je veux dire, à l'heure actuelle, tu as la Biélorussie qui est dans l'Union européenne, et qui fait partie de la communauté européenne en tout cas, et la Biélorussie, c'est une dictature. Donc t'as quand même, tu vois, même si à l'échelle continentale de l'Europe, t'as effectivement des formes de gouvernement qui se ressemblent, tout n'est pas similaire. Comme t'as des chrétiens orthodoxes, des chrétiens catholiques, t'as des musulmans, tu vois, non, tout n'est pas homogène. Non, mais tout à fait. Non, mais j'ai pas dit que tout était homogène. Non, mais bien sûr. Mais après, ce que je cherche juste à dire, c'est que je pense que s'il faut se positionner, il faut toujours à un moment donné se positionner. C'est ça d'ailleurs que je reproche à certains de nos leaders. Et moi, si je me positionnerais, oui, je dirais que oui, je suis français et je suis européen. Et à la limite, j'ai envie de dire que c'est pour ça d'ailleurs que le fait d'aller plus loin dans l'intégration européenne et de dire que finalement on peut arriver à ce que les gens ressentent vraiment qu'ils soient européens, oui, et leur faire comprendre, oui, je pense, parce que moi je me sens profondément européen. Et si on me demanderait, par exemple, oui, je me sens profondément, si je serais dans un pays extérieur à l'Europe géographiquement, et qu'on me demande, voilà, je vais dire, je suis français et je suis européen, voilà, ça me dérange pas de le dire. Enfin, je pense que si tu étais à l'étranger, notamment l'année prochaine, si tu pars à Istanbul, je pense qu'en premier, tu diras, je suis français, tu diras bien pas sûr, je suis européen. Non, mais donc, moi, ce que je vous demande, c'est où est le problème à ce niveau-là. Quand on regarde les chiffres des élections européennes, on voit que la participation est souvent très basse, souvent plus basse qu'aux élections nationales, c'est d'ailleurs une constante. Pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qui fait que les gens ne se sentent pas concernés par l'Europe? Qu'est-ce qui fait que les gens ne se sentent pas forcément européens autant qu'ils se sentent français? Je veux dire, est-ce que le gouffre il est fait à l'école? Est-ce qu'il est culturel? Est-ce que de toute façon cette organisation supranationale ne pourra jamais concerner autant de monde qu'un État-nation? Moi je vous pose la question parce que pour moi c'est vraiment le cœur du problème. Marc, vas-y. Oui. Tu voulais peut-être y aller. Non, vas-y. Pardon. Non, vas-y. Moi, je pense une chose, c'est que je pense, contrairement, enfin peut-être à Baptiste, mais je pense que les habitudes, ça fait pas non plus toute la culture. Et je suis d'accord avec toi
t'as peut-être pas dit ça, Baptiste, mais je généralise peut-être un peu trop, c'est vrai. Mais oui, je suis aussi d'accord avec Kraft quand il dit que finalement les 28 États membres, si on leur demandait vraiment de vivre sous une même juridiction politique, hein, je parle sur le coup, hein, pas Pas de, que, pas que, en pas plus. que, mais bon, je veux dire, le système économique européen fait quand même que déjà on est dans une forme de généralisation. Après. Sur la question des élections européennes, je pense que si personne ne vote, c'est soit parce que l'Europe n'intéresse pas, moi c'est ce que je pense, ou soit parce que, et je le pense aussi, que l'Europe est quelque chose, je trouve, d'immatériel. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez une élection locale, bon, bah, une élection locale, municipale, bah, vous sentez représenté, vous avez des choses qui sont concrètes au final, des choses qui vont se passer dans votre ville. Si vous avez les élections présidentielles, vous vous dites quelle politique au niveau national va être menée. Il y a quand même, et puis, il y a pas, il y a, voilà, le fait que finalement les pourcentages de participation, la participation soit élevée pour les élections présidentielles, je pense que ça démontre ça. Qu'est-ce qui fait que l'Europe est représentée? On n'a pas vraiment de président d'Europe, on a des grandes têtes. Il y a pas l'Europe est immatérielle. Alors évidemment, il y a l'économie, évidemment, on a des systèmes, voilà, le droit européen, ce truc-là, mais je pense que c'est aussi pour ça. Et c'est la raison pour laquelle je pense que si un jour on basculait à ce que Aristide Briand appelait les États-Unis d'Europe, je crois qu'il l'a dit dans les années 20, ça serait un choc trop brutal. Alors je dis pas que ça fonctionnerait pas sur le long terme, mais ça sera un choc beaucoup trop brutal, surtout que pour l'instant, l'Europe, on l'observe, mais on la touche pas finalement. Bon, c'est quelque chose, on sait pas ce que c'est. Churchill, je crois, pour les États-Unis. Non, je suis sûr que c'est Aristide Briand. Peut-être que D'accord. Churchill l'a dit aussi, Peut-être mais l'a dit aussi, ouais. Aristide Non, mais- Briand l'a dit aussi, je pense. Je suis sûr même. Non, je te crois. Ayez confiance en Marc, il est très fort d'ailleurs. Je voulais revenir avec cette bêtise là, je suis perdu. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'Europe soit immatérielle et que pour l'instant l'Europe ne ressemble pas vraiment à grand chose. Il reste complètement hybride et n'a pas vraiment d'identité et de singularité. Enfin, si elle a une singularité dans sa forme institutionnelle, bien sûr, mais je veux dire, elle ne satisfait pas grand monde au niveau représentation au sein de la population européenne. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, ce que je dis en fait, c'est que je pense qu'on peut arriver en fait à quelque chose qui fasse qu'on soit réellement représenté. C'est juste ça. Bien sûr que maintenant, je veux dire, des choses ont été faites, mais énormément de choses sont à faire, mais je crois qu'on peut les faire. Et c'est aussi le fait que finalement les gens dans une période comme la nôtre où on voit tous les défis économiques et sociaux qu'on a à aborder, se replient aussi, et on le voit d'ailleurs sur le plan notamment spirituel et sur le plan des mœurs, se replient parfois sur des valeurs très traditionnelles. Et je veux dire, sur ce plan-là, on a des revendications, on voit énormément de débats au sein de la société française sur des débats sociétaux et des débats de mœurs, et qui impliquent de plus en plus de gens, notamment dans la protestation de cette forme de progression, de cette forme de progrès qui va vers on ne sait quoi. Je crois que on a peur aussi de l'Europe parce qu'on ne sait pas du tout où on va et on ne sait pas de quoi elle est capable aussi. Et je crois que finalement cet effet, voilà, on parle de mondialisation, on parle de tout ça, mais c'est pour ceux qui ne sont pas experts, c'est assez loin c'est assez loin d'eux et qui ne voient pas finalement. Voilà, la crise a touché énormément de personnes. Et le fait est que finalement les États ont sauvé les banques, et de ce côté-là, on peut parler justement d'une sorte de revenus de l'État en force, je veux dire, au niveau de la sauvegarde de certains intérêts primordiaux au niveau financier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, oui, ça atteint pas forcément peut-être maintenant les gens, ils n'ont pas l'impression que c'est la faute justement à notre système étatique et à ses limitations, et donc ils se disent que bon, le repli enfin pas le repli, mais la conception étatique qui finalement prédomine depuis pas mal de temps maintenant est la solution, et que finalement on sait ce que ça donne, et qu'on a peur de ce que l'Europe pourrait apporter. On ne sait pas du tout où on va, parce qu'en plus finalement les gens ont l'impression que voilà, c'est cette montagne bureaucratique est plus éloignée d'eux
et qu'elle n'arrivera et qu'elle va progresser justement dans l'éloignement et elle sera de plus en plus un monstre démocratique. Et puis je pense que si jamais, pour poursuivre ce que dit Baptiste, je pense que voilà, on ne sait pas ce que ça pourrait éventuellement donner. C'est voilà l'inconnu, quoi. Et puis je pense que d'un point de vue purement politique, pour le coup, je pense que les premiers qui seront pour pas accepter justement cette fédéralisation ou même plus, je ne sais pas, ce sera déjà ceux qui tiennent les rênes de la souveraineté, c'est-à-dire les échelons locaux, c'est-à-dire la présidence, c'est-à-dire ce que ça peut, voilà, déjà les acteurs politiques, je pense premiers sont déjà les premiers à se dire bah non mais vous imaginez renégocier les souverainetés, est-ce qu'on peut calquer vraiment ce que font les États-Unis ou pas, enfin dire ça dépend voilà de tellement de choses et je pense que déjà les acteurs politiques eux-mêmes seront les premiers à s'opposer avant nous parce qu'au final c'est ça le problème en fait, c'est qu'on n'a pas un modèle de construction très précis. Les acteurs politiques n'ont pas une feuille de route très bien établie avec vraiment leur volonté qu'ils veulent faire. Donc le projet au final n'est pas vendeur auprès des citoyens. Il y a plusieurs opinions. Alors je vais essayer de reprendre un peu quelques points que vous avez partagés pour réagir. Pour ce qui est de l'inconnu, c'est-à-dire de cette marche en avant vers quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est un peu le propre de tous les systèmes. Je veux dire, quand les États-Unis ont créé leur système fédéral, il y a eu des combats, enfin il y a eu des guerres, hein, vous n'êtes pas sans savoir tous les débats qu'il y a eu autour de la question. D'ailleurs, en Europe, c'est Jean-François Degnaud, qui était un homme politique pro-européen, qui disait l'Europe s'invente en marchant. C'est un peu ça, c'est que c'est petit à petit, comme c'était la métaphore de Mao, je crois, qui disait pour qu'un État, il faut marcher en tâtonnant les pieds dans la rivière, pierre par pierre, en regardant comment ça se passe. C'est un peu ça c'est un peu ça qui doit se mettre en place de toute façon. C'est sûr que tu peux pas arriver du jour au lendemain en placardant ton système et en disant à partir de demain ça se passe comme ça se fait par incrémentalisme, voilà, c'est par petites touches, tout se met en place. Non mais c'est un peu ça. Mais c'est ça. Et pour reprendre ça, je crois que pardon. Non, vas-y. Juste c'est que je crois vraiment que l'Europe justement a toujours été un petit peu pionnier dans énormément de choses. C'est la vision que j'ai aussi de ce continent-là. On parle de vieux continent et je crois qu'il est cette forme un petit peu de boussole au niveau institutionnel. Il a été le modèle d'énormément de pays à travers le monde et je crois que maintenant à ce tournant-là de l'Europe véritablement institutionnelle et intégrée, je crois qu'il va falloir prendre une véritable décision et je crois que voilà on est aussi là à l'aube de montrer encore un autre modèle véritable parce qu'on a déjà comme on le sait l'Europe est un modèle unique, singulier, et qui n'a aucun égal pour l'instant dans le monde, mais qui n'est pas abouti. Et c'est là aussi le fait, c'est est-ce que voilà, on va aboutir ce projet-là, et est-ce qu'on va véritablement mettre en place quelque chose qui sûrement, et j'ai l'impression que j'en ai, c'est que qui sûrement fera modèle encore une fois parce qu'une multitude d'États de cette dimension-là géographique, démographique et économique et autres ne peut pas à un moment donné, je crois, dans notre monde faire face à des puissances comme on voit avec les États-Unis, la Chine ou d'autres. Mais voilà, je crois que c'est pas possible pour de tels pays avec leurs moyens. Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, parce que j'ai pas réagi non plus, je vous laissais débattre sur la question de l'identité européenne. C'est aussi un terme qu'on entend souvent. L'identité européenne, qu'est-ce que c'est ? C'est ça de quoi je parlais. Voilà, c'est ça. Moi, je pense pas qu'il y ait une identité concrète, si tu veux, européenne. Enfin, quelque chose de matériel. En tout cas, je pense pas qu'il y ait quelque chose qu'on puisse moi non plus, d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui est spirituel, qui est philosophique. C'est de l'ordre du sensible. Voilà, c'est quelque chose qui est plus philosophique qu'autre chose, c'est-à-dire voilà, des héritages de philosophes, quelque chose d'historique qui fait qu'on a plus ou moins les mêmes références. On est, en tout cas dans les 28 pays de l'Europe, on est quand même tous en grande majorité attachés aux droits de l'individu, la liberté individuelle, la liberté d'opinion, la liberté de la presse, tout un ensemble de codes et de valeurs qui nous rassemblent plus ou moins. Après la question c'est où t'arrêtes l'Europe ? Parce que finalement, on va en venir après, mais par exemple la question de la Turquie, ça va être une question centrale pour savoir où est-ce qu'on limite l'ouverture de l'Europe, enfin en tout cas l'expansion européenne, parce que élargir c'est bien, mais comme tu dis, comme vous le dites depuis tout à l'heure, finalement plus on élargit, plus tout ça paraît distant pour les gens. On se perd. Après. Et plus paraît finalement, voilà, ça a plus vraiment de sens, en tout cas au sens culturel de la chose, au sens philosophique. De toute façon, si on augmente au final de plus en plus,
ça pourra, le système actuel, déjà qu'on voit des fois qu'il est un petit peu chancelant, là il faudra, là peut-être pour le coup, faire, aux forces des élargissements, si on a encore un nouveau grand élargissement, là ça pourrait peut-être faire quelque chose de, ça pourrait peut-être péter dans le bon sens ou dans le mauvais terme, on verra bien, mais là, notre système à nous, avec toutes les spécificités, il faut des accords entre les pays pour faire contexte, pour l'immigration, pour les économies, pour les banques centrales, pour les prêts, etc. C'est tellement énorme que si on l'élargit encore, ça marchera plus ou il faudra changer. Bah, justement, je vais essayer de vous introduire cette question par une citation de Daniel Désert qui disait: la mosaïque des paysages humains européens, des religions et des cultures y est l'une des plus compliquées du monde avec celle du monde indien. Donc ce qui prouve bien qu'en Europe, en tout cas au niveau ethnique, au niveau religieux, confessionnel, rien n'est homogène. Et donc la question de la Turquie va se poser très prochainement. On a vu que François Hollande est allé à Istanbul, à l'université de Galatasaray, il y a très peu de temps. Il a notamment il a relancé un petit peu le dialogue, pas clairement, mais en tout cas il a été moins ferme que Nicolas Sarkozy sur la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui refuse toujours de reconnaître Chypre, on le sait, ce qui est d'ailleurs l'un des problèmes principaux. Je pense que moi la question de la Turquie va beaucoup partager en France, parce que je pense que pour beaucoup de Français, la Turquie ne fait pas partie justement de cet ensemble culturel européen. Alors, est-ce que c'est juste ou pas? Je ne sais pas, mais voilà, je pense que... mais tu vois, la géographie, je pense que ça pose moins problème. J'en suis persuadé. Je pense que le problème est plus de l'ordre de la culture, tu vois. Je pense que les Français, par exemple, que les Français accueilleront plus facilement des Lettons dans l'Europe que des Turcs. Parce que ethniquement, c'est pas la même chose, parce qu'il y a des différences qui sautent aux yeux. La Turquie, avec le gouvernement Erdogan, qui s'islamise un peu de plus en plus, si je puis dire, donc qui creuse un peu les différences culturelles, en tout cas apparentes, entre la laïcité française et la nation turque. Et je pense que ces écarts-là qui sont très sensibles depuis plusieurs années. Oui. Tout ce qui est lié à la religion musulmane en France est ultra sensible. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui vivent sur des schémas qui sont diffusés ici et là, sur beaucoup de clichés. Et je pense que tout ça va se condenser dans le référendum qui devrait avoir lieu d'ici quelques années, ou peut-être plusieurs même, mais par rapport à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Baptiste? Oui, moi je suis entièrement d'accord. Voilà, c'est même, enfin je crois que qui que ce soit qui vit en France, qui n'a pas d'œillère dans ses yeux et qui regarde vraiment ce qui se passe autour de lui, voilà, et qui côtoie à peu près des gens d'univers différents et qui, voilà, exactement. Je pense que ne peut pas nier que les gens, pour la plupart, quand ils ont cette vision, voilà, on parlait de la Turquie ou d'autres cultures, notamment musulmanes, ils n'ont pas un rejet économique à la base, ils n'ont pas un rejet voilà, matériel, ils n'ont pas un rejet géographique, quoique le géographique peut-être vient après parce qu'il est justement à la suite de ce repoussement qui est avant tout culturel et religieux. Je crois que c'est ce qui saute aux yeux, c'est ce qui les affecte le plus, c'est ce qu'ils ressentent en eux le plus et de manière primaire, je crois. Je crois que les gens, quelqu'un qui rentre du boulot tard et qui regarde la télé et qui voit un débat sur l'Europe, quelqu'un qui bêtement réagit, voilà, pense surtout à est-ce que pour lui le Turc par exemple est européen ou pas? Non, il n'est pas comme la majorité des gens qui viennent de France chrétiens. Il n'est pas culturellement attaché aux mêmes mœurs que nous, et donc il est étranger, et donc c'est la réflection. Pour rappel, la première demande d'adhésion de la Turquie date quand même de 1987, donc c'est quand même pas d'aujourd'hui, quoi. Et je crois que justement, voilà, pour revenir sur la Turquie, moi personnellement, voilà, j'allais vous demander de toute façon votre avis sur la question. Moi personnellement, je rentre pas dans les débats purement économiques parce que déjà je m'y connais pas assez et parce que je pense pas, voilà, que c'est le nerf de si je peux parler de la guerre, en tout cas du débat. Je pense vraiment que si ça fait autant de temps, c'est qu'à un moment donné où, voilà, déjà institutionnellement, la question de Chypre de toute façon déjà, et puis voilà, même institutionnellement au niveau de tous les points, c'est que ils ont énormément pour adhérer à l'Union européenne. Il y a toute une série de points, il y en a énormément qu'il faut au fur et à mesure avoir. Je crois que, voilà, même au niveau institutionnel, au niveau du régime, il y a énormément de points qui manquent encore. Et je crois que, voilà, même on discutait avec une
une fille d'origine turque qui est dans notre classe, qui elle-même n'est pas pour l'entrée de la Turquie en Europe. Je crois que voilà, faut arrêter la démagogie aussi dans l'autre sens qui vient à dire que oui, la Turquie sera un atout et qu'on pourrait oui voilà, non mais économiquement, non mais en tout bien cas, sûr, non mais je parle de démagogie dans le sens où voilà, sur ce plan-là c'est clair, et donc il est clair qu'on doit les faire rentrer. Non, je crois que si on écoute vraiment la population française, il y a énormément de personnes qui ne ressentent pas l'envie de faire entrer la Turquie, et je crois même qu'au niveau turc, chez eux, Oui. il y a énormément de personnes aussi qui voient le clivage, et qui, enfin, je veux dire, sans même parler de schisme qui ferait conflit. Je crois qu'il y a avant tout une différence, et je crois que les impliquer dans une identité purement européenne, et dans une institution qui aurait la définition de l'Europe et qui représenterait un continent spécifique, je crois que la population turque n'en est pas capable, et même géographiquement, je pense que comme on parlait de la géographie, la Turquie a une partie européenne, une partie asiatique. Je crois même peut-être une autre partie, une troisième, peut-être ce serait par rapport je sais pas, au Moyen-Orient ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est tout imbriqué. Je crois que limiter la Turquie dans une identité propre, c'est pas possible. Et je pense que voilà, pour ça, je vois pas vraiment le bienfait total d'une entrée de la Turquie dans l'Europe. Après, par rapport à la Turquie, le tableau n'est pas tout noir. Ils ont fait Non, pas non, mal mais d'efforts pour se mettre. Non, mais je sais que t'as pas dit ça. Mais bien sûr, pour bien montrer que la non, Turquie fait quand même des pas en avant vers l'Europe pour se conforter au moule européen, justement. Notamment en 2001-2003, où la Turquie a mis en place pas mal de réformes pour se conformer justement à cette idée d'état de droit, de liberté. Mais voilà, là où le bas blesse, c'est que finalement la Turquie, je sais plus c'était en quelle année, c'était en 2001, elle a été condamnée une nouvelle fois la Turquie a été condamnée 169 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation des libertés fondamentales et usage de la torture. Et je pense que c'est là aussi l'un des gros problèmes. La Turquie est d'ailleurs notamment l'un des pays où la liberté des journalistes est la moins assurée. Donc je pense que c'est dans des domaines comme ça qui sont assez quand même Enfin, c'est quelque chose d'assez bancal et assez primordial dans l'Europe, parce que c'est la base. Je pense que c'est la base de l'identité européenne, justement. Si on veut parler d'identité européenne, la base, c'est la liberté des droits de l'homme, la liberté individuelle, la liberté d'opinion, la liberté de la presse, tout un ensemble de valeurs qui sont censées unifier l'Europe. Et je pense que la Turquie devra au moins respecter et s'assurer que tout ça soit en place avant de vouloir vraiment intégrer l'Union européenne. Ouais, j'allais dire, il y a ces points-là, bien évidemment, et ça représente, et ça fait partie de l'identité européenne. Toi-même, tu l'as présenté comme ça, tu vois. C'est ma vision de la chose. Après, elle est pas figée. Hein. Non, mais bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'étais d'accord avec ça, justement. C'est un petit peu mon discours de tout à l'heure, et que finalement, dans un discours indirect, tu l'as aussi démontré. Mais ce que je voulais dire, c'est que même à la fin de ces points-là, je crois qu'il y aura toujours quelque chose voilà, un problème, je crois, à l'intégration de la Turquie. Alors on peut me répondre que avec le temps, avec l'intégration, ils se sentiront de plus en plus européens, on les ressentira comme de plus en plus européens. Mais je crois réellement que il y aura toujours, j'ai du mal en tout cas, après je me trompe peut-être, parce que prévoir l'avenir, c'est pas vraiment évident, mais je crois vraiment qu'il y aura toujours une forme de différence, et qu'on dira peut-être toujours, même s'ils sont dans l'Europe, voilà, il y a les Européens, mais avant tout, il y a les Turcs aussi dans l'Europe. Il y aura toujours, vous voyez, quelque chose, une petite différence qui fera qu'on les singularisera toujours. Voilà, la question que pose la Turquie, et que je vais vous poser, messieurs Vincent et Marc, c'est finalement, avec la Turquie, on se pose la question, quel est le projet véritable de l'Europe ? Géographiquement, jusqu'où on va étendre l'Europe, quel est le but de cette Union européenne par rapport à ceux énoncés par les pères fondateurs de notre Union européenne. Je veux dire, à quel point, jusqu'où on veut aller avec cette Europe, et qu'est-ce qu'on veut en faire finalement. Parce que l'étendre jusqu'à bon nous semble, je sais pas si c'était vraiment le projet de base en tout cas, parce que même si économiquement c'est viable, je suis pas sûr qu'il y ait que ce critère qui doit rentrer en compte. Non, bien sûr, ça repose encore une fois le projet de la construction. On l'a vu notamment ces dernières années, ces 10 ou 20 ans, où justement on a un élargissement de plus en plus croissant, mais une intégration qui est un peu plus mal assurée derrière. Donc c'est vrai qu'au niveau géographique, ça reposerait un peu le problème des limites, parce que si la Turquie fait partie du Moyen-Orient, donc si tu prends la Turquie, pourquoi pas les autres pays, et petit à petit là, la frontière est de plus en plus floue, de plus en plus éloignée.
Donc c'est forcément un problème. Et puis après, c'est vrai que on a, comme ce que vous disiez justement sur les libertés individuelles de la presse, etc. On a des choses à respecter, mais même au-delà de ça, même une fois que ce serait fini, c'est là que je rejoins assez Baptiste, il y aura quand même un élément où je pense que niveau culturellement parlant, il y a tellement de différences au niveau de la religion. Enfin, je vous rappelle que la Turquie est un pays laïque depuis. Ah oui, non, mais Ça n'empêche pas n'empêche pas, d'avoir... mais d'avoir depuis une Mustafa culture, Kemal même. Ouais. Atatürk, la culture turque, en tout cas de ces 20 dernières années, normalement, elle est essentiellement laïque. Oui, je suis pas sûr que Mustafa Kemal Atatürk soit vraiment hyper fier de ce qui se passe maintenant. Bah en non, Hongrie, hein. justement, mais je te dis, entre ce que fait Erdogan et l'identité, on peut pas coller au peuple turc l'identité que Erdogan veut lui donner, en tout cas. Non, je suis d'accord, on dit pas bien que sûr, ça, hein, bien sûr, mais en l'état actuel, Erdogan Mm. fixe et par sa politique un petit peu et on va dire voilà, représente aussi l'État turc. Ils l'ont élu et je crois que voilà, à un moment donné, ils représentent leur État. Ce que je voulais revenir, c'est juste sans terminer aussi, si je peux. Juste pour un peu, je voulais dire que finalement voilà, ils seront toujours singularisés, mais au-delà même du fait qu'on parlait de l'Europe juste avant, et de maintenant ce qu'il faut faire, je crois que là on est toujours après élargir. Alors que je crois vraiment que là maintenant il y a autre chose à faire pour l'Europe. Alors voilà, ce que je veux dire, c'est que on a cette impression, et on voyait même par rapport à l'Ukraine, en Ukraine ils se battent pour entrer dans l'Europe, et on en est à la majorité dans énormément de pays qui sont déjà dans l'Union européenne, les clivages sont énormes pour dire que finalement l'Europe ne sert à rien, alors que dans d'autres pays, voilà, ils se battent pour entrer dans l'Europe. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement il y a, avant de penser à des pays et où finalement il y a des conflits sur leur propre intégration et qui sont très longs, je pense. Avant, il faut se poser la question, voilà, de l'aboutissement et surtout de l'approfondissement de l'intégration et de l'approfondissement de la mise en commun des politiques, et c'est là, je pense, où est le point focal de maintenant. C'est-à-dire que finalement on le voit avec Hollande, Merkel, avec les gros leaders, que finalement j'en avais déjà parlé un petit peu, c'est que moi là où j'en veux peut-être à ce genre notamment à François Hollande, c'est le fait de ne pas prendre une certaine direction, et d'un moment donné parce que finalement avec le système actuel, il y aura toujours énormément de lobbies qui seront contradictoires, et il devra faire avec énormément d'influences qui sont complètement opposées. À ce moment-là, l'Europe stagnera toujours et sera toujours à un même niveau dans 30, dans 40 ans. On parlera toujours des politiques fiscales qui sont complètement différentes, et d'énormément de choses. Il y a énormément d'exemples comme ça. Et je crois qu'à un moment donné, il doit prendre, même si ça se fait pas directement, il doit prendre une direction, et il doit amener ses réformes dans une vision à long terme. Alors peut-être pas, je dis pas qu'il doit être pro-européen ou pas pro-européen, mais qui prennent au moins une direction, comme normalement un chef de l'État, un grand chef de l'État doit le faire dans les moments où il sent que c'est un tournant, et donc qui doit réfléchir un petit peu à long terme. Je sais que c'est pas le rôle du politique normalement, et que il doit réfléchir à court terme, et que ça c'est plutôt le rôle de l'intellectuel et du scientifique. On en parlait déjà cet après-midi, mais je crois qu'à un moment donné, pour qu'il soit un grand chef d'État, il doit prendre des décisions qui influenceront notre État à long terme, je pense. Je pense que sur François Hollande, je trouve un peu dur. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment pas lieu de lui taper dessus. Non, mais je lui tape pas dessus, mais justement, je trouve dénoncer quelque chose. Je trouve trop consensuel à un moment donné. Dénonce quelque chose qui n'existe pas, dans le sens où François Hollande, à chaque fois qu'il se déplace aux institutions européennes, il essaie de faire bouger les choses. Quand il a proposé la mise en place d'une armée européenne, en tout cas, ou d'envoyer des milices européennes, notamment en Afrique, au début, c'était l'un des seuls à proposer ça. Il était seul contre tous. Merkel ne voulait pas, les autres pays européens en majorité ne voulaient pas le faire. Oui, mais justement, maintenant, on a senti quand même depuis le début de son mandat une forme de rapprochement. Au début, une forme de clivage avec Merkel, maintenant une forme de rapprochement. Notamment depuis qu'il y a l'arrivée des socialistes. Voilà, mais moi ce que je lui reproche, c'est justement d'être trop consensuel, et d'un moment donné de ne pas respecter finalement ce qu'il dit préélection, c'est-à-dire de partir dans la direction qu'il veut, et voilà, et de la respecter, parce que là finalement il est à l'encontre de Merkel, peut-être au départ même pour
pour imposer sa véritable politique, mais d'une manière juste formelle, c'est-à-dire pour se différencier de Nicolas Sarkozy peut-être, mais après il repart, il se rapproche d'elle, et c'est ça un peu que je reproche, et finalement d'essayer de satisfaire tout le monde, alors qu'à un moment donné, pour avoir une petite vision un petit peu à moyen terme au moins, on ne peut pas satisfaire entièrement tout le monde. Marc, ton avis sur la question justement, parce que c'est une question qui est aussi centrale, celle du rôle du représentant de l'État dans les institutions européennes, l'impulsion, notamment Hollande, parce que qui est président de la France, C'est qui est une sorte donc d'impulsion, c'est exactement ça. notamment Hollande qui est juste derrière Angela Merkel, si on veut, dans la hiérarchie des chefs pays, d'État européens. C'est le mot. Donc, c'est vrai qu'il a un vrai rôle clé à jouer. Donc, Marc, je sais pas ton avis sur la politique actuelle en France, en tout cas la vision qu'on a de l'Europe, ce qu'on veut en faire, et la vision du Parti socialiste qui est actuellement au pouvoir. Ce qui me dérange un petit peu, bon après je rentre pas dans les débats d'idéologie parce qu'on va partir loin, puis j'ai pas, bon après c'est peut-être un petit peu, voilà, et puis il reste pas longtemps surtout qu'on va falloir lâcher. Non, moi c'est-à-dire que je pense que l'Europe est arrivée aujourd'hui à un seuil où il va falloir que ça change, où il va falloir que soit que ça pète, ou soit que ça change. Et je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas grand-chose à faire, en matière d'Europe. Si ce n'est que de consolider l'existant avec ce qu'on a. C'est-à-dire, moi, vraiment, ce qui me dérange un petit peu, c'est que l'Europe, c'est aussi l'Europe de l'économie, c'est surtout ça. Et c'est sur ce point qui me dérange un petit peu. Mais évidemment, Hollande, à son niveau, ne peut rien faire. Et ils sont souvent bloqués. Non, moi, je trouve que de toute façon, un président n'a pas une puissance extrêmement importante dans l'Europe, puisque c'est pas le pays qui joue directement, c'est tous les acteurs qui font tourner l'Europe. Pour moi, un président de la République dans l'Europe ne sert pas directement. Je pense que c'est plus les échelons d'administration qui jouent derrière. Enfin, c'est pour ça que je peux pas. Je suis d'accord avec toi, mais là où le rôle du président est justement important, c'est parce qu'il a une ampleur, il a une image qui est bénéfique. Je veux dire, bien sûr que des députés européens ou des dirigeants européens, on devrait plus s'investir là-dedans, mais ça pose le problème justement de l'image qu'on y accorde. Le président français, quand il parle de l'Europe, on l'écoute parce que c'est le président français. Les Français vont l'écouter, alors que il y a un énorme décalage avec les élections européennes, et donc justement avec l'image que les gens ont des députés européens. Donc il faut trouver ce qui est vendeur à un moment, et donc je pense que c'est le président d'une nation qui est le plus à même de parler à ses citoyens plutôt que des députés ou justement qui sont élus avec des taux de participation extrêmement faibles et où on n'a pas de visibilité exactement de ce qu'ils font. Oui, non, mais c'est vrai que je peux pas te donner tort, hein, mais c'est-à-dire que l'Europe, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'immatériel, et je trouve que toutes les actions qui sont entreprises au Conseil européen, enfin, ou au Parlement européen, au Conseil de sécurité, n'ont pas sur nous les citoyens, on va dire normaux, quoi, n'ont pas directement d'action sur l'enjeu national directement. Je parle, c'est des choses qui des fois peuvent être des décisions politiques beaucoup plus larges qui ne nous touchent pas directement. Alors t'as des exemples concrets pour Égalité Pro, parce que a priori t'entends un discours comme ça, tu te dis bah tu votes quand même, t'as les municipales, t'as les législatives, t'as les élections nationales, t'as les élections européennes, t'as quand même ton mot à dire dans la chose. Tu parles au niveau de l'Europe ou au niveau de l'Europe et à l'échelle nationale, tu dis qu'à l'échelle nationale, tu te sens pas forcément concerné par toutes les questions. Non, je disais à niveau européen, ma langue est peut-être fourchée. Non, je parlais au niveau européen quand le président se déplace pour discuter, ou pas forcément le président d'ailleurs. Mais je pense il y a pas d'action politique qui nous touche directement, c'est ça en fait. Et c'est pour ça je pense qu'il y a une distance en fait, il y a une très grande distance parce que l'Europe est immatérielle. Parce que l'Europe est quelque chose d'immatériel ou qui par le biais d'organisations qui dépendent des fois intrinsèquement, voilà, l'ONU et trucs comme ça, des choses qui sont beaucoup plus lointaines. Mais je te rejoins largement sur la question. Je pense que c'est cette distance, en tout cas, entre l'électeur et si tu veux, la conséquence concrète de son vote qui fait que les gens ne se sentent pas concernés par l'Europe. Je sais que Baptiste voulait dire un petit mot. Baptiste, c'est-à-dire que on voit bien aussi, voilà, et ça rejoint ce que vous dites. Vous pouvez respecter un peu quand les gens parlent, s'il vous plaît. Non, bref. Et non, voilà, ce que je voulais dire, c'est que, essayons d'être sérieux jusqu'à la fin, c'est que finalement, voilà, ça rejoint ce que Marc disait avec Raphaël, c'est que finalement,
on voit bien dans la discussion que on a tendance à dire on se fout de l'Europe, on n'a pas envie de l'Europe et ça nous sert à rien et qu'on voit pas l'intérêt. Mais finalement, derrière ça, il y a toujours quelqu'un dans la discussion, ou même chez quelqu'un qui dirait qu'il n'est pas pro-européen, une forme le fait d'avouer quand même qu'on ressent en nous le fait qu'il y a un intérêt, même si le problème c'est que voilà, comme vous disiez, on ressent pas son utilité encore et on n'arrive pas à ressentir toi tu vas le ressentir l'année prochaine, tu pars en Erasmus, c'est Exactement. typiquement une non mais ce que je veux dire c'est européenne, que finalement en plus on a encore l'impression, c'est ce que je vois, c'est que finalement la voix pro-européenne elle vient encore des gens justement d'un certain monde un petit peu j'ai envie de dire intellectuel et j'ai envie de dire que voilà c'est toujours finalement j'ai l'impression dans énormément de discussions un petit peu l'intello qui est pro-européen face à une multitude de personnes qui ne sont pas vraiment non plus au fait de ce qu'est l'Europe et c'est là aussi je pense l'intérêt des pro-européens, c'est vraiment d'expliquer en quoi l'Europe peut servir et peut résoudre énormément de problèmes et c'est là aussi que voilà je pense que il y a énormément de gens qui ne sont pas pro-européens parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'Europe. Et à quoi ça sert, je pense surtout. Mais je pense là tu pointes du doigt l'autre problème qu'on ciblait tout à l'heure, c'est-à-dire la question de l'éducation européenne, la question de l'apprentissage de la culture européenne, qui est, je pense, en tout cas, encore défaillante en France, même s'il y a des progrès qui sont faits avec l'éducation civique, avec la géographie au lycée. Mais c'est vrai que tout n'est pas encore parfait, et cette identité européenne, si on arrive en tout cas à la définir avec des mots, c'est vrai qu'on a parfois du mal à la ressentir et à la partager avec d'autres personnes. Sur quelque chose, je sais que tu es un grand connaisseur de Jürgen Habermas. Alors qu'est-ce qu'aurait dit Jürgen Habermas non, mais c'est sur cette question parce que faut me guider un petit peu. Non, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il faut savoir que depuis que j'ai cité Jürgen Habermas dans un cours, je suis rattaché à sa personne alors que je ne pense pas être forcément rattaché. Non, je suis pas. On va dire, je pense qu'il ne dit pas de choses bêtes, ce philosophe Jürgen Habermas. C'est un bon exemple. On a parlé d'Ulrich Beck en cours et moi j'ai cité Habermas. Et oui, je pense que c'est ce genre de personnes, ce genre de penseurs ont des théories qui moi me plaisent parce que je pense que c'est justement Jürgen Habermas notamment à cette pensée de l'après-État-nation, à cette pensée aussi de comment on va pouvoir intégrer la population européenne dans l'après-État-nation et donc dans l'Union européenne. Et je pense il a notamment sa fameuse théorie de la communication où par le débat, alors je simplifie énormément, mais par le débat continuel et par l'interaction et le feedback entre différents. Alors c'est très simpliste comme ça, mais c'est par la communication que finalement on arrivera, je pense, à trouver vraiment, et par le débat et par le fait de, comme on disait, d'éduquer les gens de plus en plus à ce qu'est l'Europe, à ce que elle peut devenir et est-ce que réellement elle est effectivement dans les faits, parce que voilà, il y a aussi énormément de personnes qui ne savent pas, notamment au niveau agriculture, notamment sur plein d'autres choses, qui ne savent pas que l'Europe a un énorme impact actuellement déjà sur nos vies. Alors je crois que c'est par là, ça rejoint un petit peu Habermas aussi, c'est-à-dire qu'il faut éduquer les gens pour permettre aussi une discussion vraiment plutôt de plus en plus pointue et qui débouchera le plus possible sur quelque chose de cohérent et de pragmatique. Voilà. Pour en revenir un peu de manière générale à tout ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le projet est assez flou et qu'il y a un manque de connaissances, il y a un manque l'univers médiatique ne vend pas assez le projet. Et donc justement, ça pose. C'est là où on aurait dû peut-être en parler un peu plus pendant cette émission. Peut-être parce que ça n'intéresse pas les gens aussi. Ah, mais après c'est le cercle vicieux. Tu peux retourner dans les deux sens. C'est-à-dire que tu n'intéresses pas les gens, du coup les gens ne sont pas intéressés, et du coup tu n'en parles pas. Mais donc, et là c'est là où on aurait peut-être dû en parler, faire une partie un peu plus grande dessus dans cette émission, c'est de montrer que justement on a ce constat qu'on partage tous, mais à partir de là justement qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc c'est là où on aurait peut-être dû parler un peu plus entre Europe fédérale ou Europe nationale. Et donc c'est un peu dommage parce que justement on est avec une crise qui a justement exacerbé les identités.
et justement un projet qui est encore plus mis en lumière toutes ses limites, il serait justement intéressant de montrer justement mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et quel serait le projet, enfin on en est. Marc, le mot de la fin pour Marc. Non, non, voilà, je continue de dire que l'Europe n'intéresse pas, je pense, et les sondages le démontrent, et voilà, pour en revenir, et je résume globalement, parce que l'Europe est quelque chose qui est intouchable à notre niveau, je pense. Ouais, mais on peut le rendre, on peut le rendre touchable et le rendre. Ah, mais ça sera plus l'Europe, ça sera plus l'Europe, ça sera autre chose. Plus l'Europe qu'on connaît maintenant, mais Voilà. ça peut être un autre projet. Là, je suis d'accord. En avec une toi, phrase, mais En une phrase, En une Baptiste, phrase s'il te pour plaît, ouais. Raphaël, pour ne pas me citer, je dirais que l'Europe est en Modeste. carence d'attractivité. Très bien. Bah moi pour conclure cette belle émission, déjà je vous remercie tous de Merci votre à toi. participation, Tu c'était as très fait un sympa. très bon animateur. Et merci à Nico qui est quand même venu pour nous faire la C'était de régie. l'intérim, hein, c'était de la pige en tant qu'animateur. On a bien c'est pas ressenti, hein. vraiment mon statut. Pour conclure, on terminera sur une citation de Robert Schuman le 9 mai 1950, date que vous connaissez et maîtrisez Évidemment. tous. L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui de Politiquement Incorrect. On se retrouve dès la semaine prochaine. Le podcast d'aujourd'hui sera mis en ligne juste après la fin de l'émission. Partagez, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et voilà, bonne semaine à tous et bon week-end.